bonjour et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure, le volet Grandes entrevues. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de réaliser une entrevue que je veux faire depuis tellement longtemps avec un de mes idoles depuis plusieurs années. Il s'agit de Patrick Bernard. Patrick Bernard qui est un auteur, compositeur, interprète, producteur de musique, surtout de musique dévotionnelle depuis 1986. Patrick a été aussi le premier Canadien à se hisser au palmarès de Billboard dans la section Music New Age. Et si vous n'avez pas eu la chance de déjà assister à un des concerts de Patrick, entre autres, il y a eu l'Oratoire Saint-Joseph qui était phénoménal, vous allez toucher un petit peu aujourd'hui à ce que fait Patrick. Et comme c'est l'habitude à Santé sans censure, on va faire une entrevue à cœur ouvert, mais on va vous parler aussi des bienfaits de la musique. Au-delà de la musique apaisante, de la musique qui nous rend heureux, mais il y a des fréquences au niveau de la musique. Et Patrick est un spécialiste qui a écrit 5 livres sur le sujet, qui a au moins 25 albums de musique qui roulent. Donc, on va discuter de cette thématique aujourd'hui avec Patrick. Patrick, bonjour et merci d'avoir accepté de faire cette entrevue avec moi. Merci Chantal, la chance et l'honneur sont pour moi. Belle présentation, merci. Merci à toi. Merci aussi du travail que tu fais. Peut-être que pour commencer, je vais dévier un petit peu de ce que je fais habituellement, mais je vais vous parler de mon expérience personnelle, de comment j'ai découvert Patrick. Je pense que tu n'es même pas au courant. Non, je vais le découvrir en même temps que tout le monde. En même temps que nos auditeurs et nos auditrices. Et je pense que ça va vous donner peut-être un avant-goût d'où on s'en va avec cette entrevue. D'abord, j'essayais de me rappeler en quelle année, mais c'est sûr que c'était probablement autour des années 88-89. Peut-être tu te rappelleras d'une année où tu étais allé faire un spectacle à Val-d'Or en Abitibi. Donc, je faisais un cheminement en Raja Yoga à l'époque et c'est au cours du week-end, quelqu'un avait partagé l'album Atlantis Angelis, qui reste un de mes préférés. Et j'ai adoré au point où la personne me l'a offert en cadeau. Et ça se passait durant le week-end. Le lundi, je me présente à la librairie Nouvel Âge sur Saint-Denis à l'époque. Oui. Hein, on allait manger au Commensal, juste un coin de rue plus loin. Ça, c'était à Montréal. C'était à Montréal. C'était pas à Val-d'Or. Non, c'était à Montréal. Je vivais à Montréal. Mais ma famille vient de l'Abitibi. Et donc, tout de suite après, je vais à la librairie. Je trouve ton livre, Les secrets de la musique de l'âme. Ah, la première édition. La première édition qui est autographiée de Patrick. Et le week-end d'après, j'allais en Abitibi visiter ma famille et tu donnais un concert là-bas à ma polyvalente, la polyvalente de laquelle j'avais foulé la scène et tu étais assis comme ça à Val-d'Or et tu as donné ce concert et moi j'étais assise dans la première rangée et donc j'ai eu une espèce de concert qui pour moi était comme en privé et je suis fan de Patrick depuis. Et où j'ai vraiment découvert, parce que c'est sûr qu'on ressent la musique, on ressent l'impact, surtout si on a une certaine sensibilité. Mais à un moment donné, durant ce voyage, j'ai dû faire une extraction de dents de sagesse. Et ça ne s'est pas très bien passé pour moi, c'était très compliqué. Et étant allergique à plusieurs médicaments, il y a plusieurs trucs que je ne pouvais pas prendre pour la douleur et je n'avais pas toutes mes ressources de naturopathe avec moi en Abitibi, évidemment. Et j'avais ton album avec moi. Et donc, j'ai fait jouer ta musique et je me suis vraiment laissée immerger dans les mantras, je les chantais. Et c'est avec ça que j'ai contrôlé la douleur d'une extraction de dents de sagesse. Donc, ça a été à ce point pour moi marquant. Et donc, vous comprenez bien que depuis toujours, je suis une fan de Patrick. Et donc, pour moi, c'est vraiment extraordinaire d'avoir la chance de parler de musique avec Patrick aujourd'hui. Donc, Patrick, explique-nous comment ça se fait que j'ai pu contrôler mes douleurs de dents de sagesse avec ta musique. Bon, c'est le phénomène de la résonance. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, on a un principe vital
et qui n'est pas matériel, qui n'est pas non plus matériel subtil, qui est profondément spirituel. C'est-à-dire, c'est notre esprit. C'est ce que les physiciens appellent la conscience. Et on vit une époque formidable depuis quelques décennies, parce que, enfin, dans l'évolution des civilisations humaines, les physiciens nous parlent comme des métaphysiciens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait, ou on savait, dans la science de la réalisation du soi et dans la science des sons, on savait depuis longtemps que c'est la conscience humaine qui détermine le comportement du corps et de la matière en général. Mais depuis la découverte et la mise en pratique de la mécanique chaotique, maintenant, à l'unanimité pratiquement, il y a encore des physiciens qui résistent, mais la grosse majorité des physiciens savent très bien que c'est la conscience, c'est-à-dire notre état d'âme, qui détermine le comportement des particules élémentaires de la matière, donc des atomes, parce que les atomes sont composés d'électrons, de neutrons, de photons, etc. Donc c'est le phénomène de la résonance, parce que moi, dans ma musique, surtout, en fait, particulièrement Atlantis Angelis, mais tous mes autres albums ont été aussi la continuité de cela, c'est que je chante les mantras qui sont composés des dénominations et des verbalisations de l'Esprit suprême. Mais cet Esprit suprême, il est un petit peu partout présent dans l'univers, et à l'intérieur de notre système psychophysique, si tu veux, on a un principe vital qui est une partie intégrante de cet esprit suprême que les physiciens appellent en fait maintenant le champ de la grande conscience unifiée. C'est des physiciens, les gars, ils ne veulent pas parler de Dieu. Oui, c'est fait simpliste. Donc ils ont trouvé une autre manière de le dire, c'est le champ de la grande conscience unifiée. Et donc c'est ce phénomène de la résonance, si tu veux, lorsque notre conscience humaine se relie au principe vital, spirituel, qui est une partie intégrante de ce champ de la grande conscience unifiée qu'est l'Esprit suprême, à ce moment-là, tu rentres en adéquation, tu rentres en harmonie, tu rentres en syntonie avec les qualités de cet Esprit suprême que les astrophysiciens, ils savent très bien que maintenant l'univers ne fonctionne pas comme une machine inerte, ni comme un mécanisme, mais comme une pensée. L'univers fonctionne comme une pensée. Donc, il suffit de mettre ça, si tu veux, en pratique pour ressentir automatiquement les qualités de ce champ de conscience universelle. Et les qualités, c'est en sanskrit techniquement, dans les mantras, on le dit, c'est Satchitananda Vigraha, c'est-à-dire l'éternité, c'est-à-dire la vie, la source de la vie, la connaissance, la conscience, le cognitif, et le bonheur. Et tout ça, c'est relié à la paix, au lâcher-prise, c'est relié au détachement, c'est relié à l'abandon, si tu veux. Donc, moi, ce que j'ai mis comme intention dans ma musique, c'est ça principalement, c'est que l'auditeur, l'audience, la personne qui écoute, même si elle n'est pas consciente de tout ce mécanisme-là de résonance, elle le ressent. Et ce n'est pas quelque chose que l'on comprend, c'est quelque chose que l'on ressent, ça fait partie du ressenti, du senti plus que du compris. Donc, en fait, ce que tu as senti en écoutant cet album, c'est la grande paix, la grande harmonie, le grand soulagement de ce champ de conscience universelle qui a été chanté. Moi, je le chante sous la forme du couple Radha-Madhava dans ce disque-là en particulier. Et aussi, je ne sais pas sur quel morceau, parce qu'il y a quatre pièces bien spécifiques, avec des fonctions spécifiques dans cet album-là.
Donc il y a le home qui Ouais. dure pratiquement 30 La minutes. moitié, oui. Ouais. Un home, donc la vibration sonore originelle, d'où toutes les autres vibrations. C'est marqué dans la Bible, à l'origine était le verbe. Oui, Donc le verbe, on l'a le traduit, son, ouais. oui, c'est verbum en Ouais. latin. Mais verbum en latin, on l'a traduit par le verbe, donc c'est une vibration sonore qui est un vecteur, Ouais. donc une émotion, un mouvement. Et les acousticiens savent aussi que le son n'est pas inerte, le son il voyage, il résonne, il rebondit le son. Donc à l'intérieur de cette composition-là, toi, tu as ressenti ces vibrations-là, ça t'a apaisé, ça a apaisé tes cellules, ont ressenti ça aussi, mais aussi ton principe vital, ton âme, c'est-à-dire ta conscience, est rentrée directement en connexion d'une manière inconsciente. C'est la conscience qui rentre en conscience d'une manière inconsciente avec la conscience suprême. Ça paraît un peu long comme phrase, mais en fait c'est très simple, c'est juste le phénomène de la résonance. Donc, c'est un peu comme un diapason. Est-ce qu'on pourrait, pour faire simple, expliquer ça, que c'est un peu comme un diapason? Il y a une fréquence dans la musique, on retrouve cette fréquence, on a une étincelle de cette fréquence à l'intérieur de nous, Ouais. et on s'harmonise Ouais. avec ça, donc ça a un effet justement d'harmonisation qui peut être perçu comme une espèce de lâcher-prise et tout ça. Est-ce que c'est assez juste comme explication? Oui, la fonction, si tu veux, de cette musique-là, enfin, c'est la fonction, moi, c'est l'intention que j'ai donnée dans la fonction de cette musique-là, c'est de hisser sa conscience, ou au moins ses pensées, son mental, son état d'âme, de le hisser jusqu'au niveau transcendental, c'est-à-dire dépasser le physique, dépasser le mental. C'est la fonction des mantras. Mantra, c'est la libération du mental. Le mantra, c'est une formule sonore qui a pour fonction de libérer le mental, de boycotter le mental. C'est un soulagement immense. Et la transcendance, si tu veux, c'est de transcender les émotions aussi. Tu ne restes pas au niveau émotif, pas au niveau mental, pas au niveau physique, même pas au niveau causal. Tu vas directement contacter la source de ta vie, qui n'est pas matérielle. Je veux dire, il n'y a aucune preuve, il n'y a jamais eu aucune preuve que la vie vient de la matière. C'est un mythe, c'est une hypothèse, à la limite même une théorie. Mais il n'y a aucune preuve, aucune preuve scientifique, médicale, sanitaire, whatever, qui prouve que la vie vient de la matière. Et en fait, c'est très facile de comprendre que la vie vient de la conscience. Parce que si quelqu'un perd conscience, qu'est-ce qui se passe ? Le corps s'écroule. Pourtant, le corps, il est là. Je veux dire, il y a les deux jambes, il y a les poumons, il y a le cerveau, il y a les yeux, il y a le nez, il y a les oreilles, tout est là. Il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque ? La conscience. Le principe vital qui anime la machine psychophysique, c'est ça. Et c'est ça, je pense que des fois, les gens qui ont de la difficulté avec cette espèce de langage qu'on utilise, qui sont plus dans le côté cartésien des choses, dans le côté rationnel des choses, ont de la misère avec le discours un peu plus spirituel. Mais il faut comprendre que le corps physique fonctionne à l'électricité. On oublie ça parce qu'on est pris dans nos pensées, mais le corps physique fonctionne à l'électricité. La preuve, c'est aussi que on va déterminer le décès d'une personne avec un électroencéphalogramme ou un électrocardiogramme. Donc, on peut mesurer l'impulsion, l'activité électrique du cœur, du cerveau. Et donc, quand il n'y a plus d'électricité, c'est ça qui détermine qu'on est mort. Donc, on fonctionne à l'électricité. On est comme des grandes piles reliées à l'énergie tellurique de la Terre, à l'énergie cosmique. Et donc, c'est ça qui permet qu'on soit en interaction avec les sons. D'ailleurs, intuitivement, je pense qu'on le sait. Il y a des endroits où on rentre, automatiquement, on sent qu'il y a une belle énergie ou qu'il y a une moins belle énergie, ou on rentre quelque part où les gens ont eu une altercation, ils ont discuté, on va sentir qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui est inconfortable. Donc, on perçoit ces choses-là. Et donc, ça explique, entre autres, que la musique va avoir une action importante sur nous, et donc on peut s'en servir
à des fins conscientes pour s'élever, pour guérir, etc. Je veux faire... Oui, vas-y. On chantait Good Vibrations dans les années 70, des Beach Boys, Good Vibrations. Absolument. Ouais. Mais donc, justement, je vais revenir en arrière pour savoir, parce qu'aujourd'hui, comme tu le disais, avec le champ de la physique quantique, des sciences comme l'épigénétique, Bruce Lipton et tout, où on sait que c'est l'environnement qui impacte la génétique et non pas de la génétique sur l'environnement. Aujourd'hui, c'est un langage qui est plus grandement accepté, mais tu as quand même commencé dans les années 70, 80, 86, où tu es devenu producteur à plein temps. Mais qu'est-ce qui t'a amené, toi, vers les mantras, vers des chants en sanskrit, donc un langage traditionnel indien? Quel a été ton appel et quelles circonstances ont fait que tu as eu cet intérêt pour ce type de musique? Les vibrations, je veux dire, tu disais c'est un langage difficile pour les gens qui sont plus rationnels ou cartésiens. Mais moi, ce que je leur dis, c'est d'aller encore plus profond dans la matière, encore plus profond dans le cartésien. Si vous êtes rationnel, allez jusqu'au bout dans le rationnel. Parce que si vous allez jusqu'au bout dans votre rationalité et puis dans votre côté cartésien, ben vous allez tomber sur la physique de la matière. Ouais. Puis la physique de la matière, ben, il y a des prix Nobel. Ouais. Il y a, par exemple, il y a Max Planck qui a découvert que la matière n'existait pas. Ouais. Hein, devant un parterre de scientifiques, on lui a donné le prix Nobel de la physique. Mais il a dit, moi j'ai étudié la matière toute ma vie, et je peux vous dire, la matière n'existe pas. J'aurais bien voulu voir la tête des physiciens qui étaient là, moi, à cette époque-là. La matière n'existe pas. Et il était à la fin de sa carrière. Hein, il n'y a plus rien à perdre. C'était la consécration de toute une étude, de toute sa vie. Et c'est le physicien le plus célèbre du XXe siècle. Et pourquoi la matière n'existe pas? Parce que, écoute, Hermès Trismégiste le dit depuis 3000 ans, tout est vibration, tout est énergie et tout est fréquence. Voilà. Alors, allez jusqu'au bout dans la rationalité, vous allez découvrir que la matière, c'est de l'énergie, et que l'énergie, c'est de la lumière, c'est des photons, l'énergie photonique, et que la lumière, elle répond à la conscience humaine. Exactement. Donc, en fait, ce qu'on appelle la matière, c'est juste une cristallisation, une matérialisation de la manière dont on l'observe. La manière dont on observe la matière. C'est pour ça qu'on dit que, par exemple, les chercheurs qui font des expériences font partie intégrante de l'expérience. L'observateur, oui. Si un physicien, s'il veut observer un électron sous une forme ondulatoire, une onde, eh bien, l'électron réagit à son état d'âme d'observation et l'électron devient une onde. Maintenant, dans le même laboratoire, le même physicien avec le même générateur d'électrons, si l'observateur veut faire une expérience pour observer le même électron, mais sous la forme d'une particule, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce même électron devient une particule. Pas une onde, une particule. Donc c'est bivalent, tu vois, il y a vraiment il y a vraiment un effet de la conscience humaine sur la matière. Et pour répondre à ta question, moi c'est ce qui m'avait fasciné à la fin des années 60, le début des années 70, j'ai fait partie de la contre-culture. La contre-culture, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait énormément d'artistes, auteurs-compositeurs à l'époque, qui écrivaient des textes et des mélodies et des chansons dans la contre-culture, c'est-à-dire pour faire évoluer la culture, pour changer la culture, pour améliorer les choses. Je ne sais pas si ça a amélioré les choses, mais l'important c'était que une composition musicale avait un effet sur la société, sur le comportement des individus au sein d'une civilisation. Et c'est ça qui m'avait vraiment, vraiment fasciné, moi, à l'époque. Et si on lit, par la suite, je me suis intéressé à ça, j'ai lu des études comme le fameux livre de Cyril Scott, que tu connais peut-être, qui était un musicologue médium aussi. Il a écrit un livre fameux, qui est un livre culte, qui s'intitule « L'influence secrète de la musique à travers les âges ». Okay. Et lui, il explique très très bien une chose, c'est que ce n'est jamais les sociétés qui donnent naissance à une musique particulière.
C'est l'inverse. Wow. C'est une musique particulière qui donne naissance à une société. C'est pour ça que je l'ai expliqué dans le livre La musique de l'âme, les secrets de la musique de l'âme, c'est que dans les sociétés anciennes, on ne faisait pas jouer n'importe quel genre de musique n'importe quand. Non, bien sûr. Et il y avait aussi des musiques qui étaient... il y avait une règle, si tu veux, par exemple, dans l'ancienne Chine, ils savaient que les modes de musique avaient une influence sur le climat. Wow. Il y avait une influence sur le climat. Les chamans le savent. Les chamans, ils font pleuvoir la pluie en jouant du tambour. Et ils savent exactement comment une certaine fréquence peut avoir une influence sur le climat. Mais aussi, il y a une certaine fréquence qui peut avoir des incidences sur le comportement des individus au sein des sociétés. Il y a des musiques qui peuvent provoquer des violences. Il y a des musiques qui peuvent provoquer des états d'harmonie ou de paix ou d'empathie ou de tolérance. Puis il y a des musiques intolérantes. Hein, ça dépend. Ça dépend à quoi on veut s'adresser. Il y a des musiques qui s'adressent au corps. Le rock and roll s'adresse au corps. C'est pas mauvais, s'adresser au corps. Il faut rock, c'est bercer. Il y a des musiques qui s'intéressent à l'intellect. Le jazz. Le jazz, c'est une musique qui s'adresse à l'intellect. Tu as l'impression d'être libre avec le jazz, parce qu'il n'y a pas de fondamental. Tu as des musiques qui s'intéressent aux émotions, comme les chansons. Les chansons s'adressent beaucoup aux émotions. Et tu as des musiques qui s'adressent au mental, dans les espaces psychiques ou psychologiques, comme la musique classique. La musique classique, il y a beaucoup de modulation. La musique classique, il y a beaucoup de modulation, c'est la musique mentale. Alors moi, ce que j'ai cherché dans ma musique, et ça, dans les années 70, pour répondre à ta question, j'étais en Inde. J'étais en Inde, parce qu'à l'époque, on pouvait y aller facilement, mais... Juste, toi, oui. Tu es né en Algérie. Oui. Après, tu as vécu en France. Oui. Et de la France, tu es allé en Inde. Oui. OK. Oui. Mais déjà, pour avoir cet appel vers l'Inde, tu sais, pourquoi pas d'autres pays d'Europe ou... Mais c'est parce que j'écoutais de la musique indienne. Tu sais, dans la contre-culture, dans les années 70, on écoutait beaucoup de musique qui venait de Bali, qui venait de... Déjà, la musique du monde, c'était très en circulation. Moi, j'habitais à Amsterdam dans les années 70. OK. Donc, c'était un carrefour culturel énorme. Et quand j'ai écouté la musique indienne pour la première fois, j'ai tout de suite adoré ça. Parce que dans la musique indienne, c'est le raga. Raga, ça veut dire attraction. Et dans la musique indienne, la musique est modale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de modulation. Si tu prends une tonalité, tu restes sur la tonalité pendant tout le morceau. Tu improvises sur une certaine gamme, mais dans une tonalité précise. Et c'est ça qui crée un effet un peu d'hypnose. Ouais. C'est comme une hypnose. Et on le retrouve aujourd'hui, d'une manière merveilleuse, dans la nouvelle musique où toute la nouvelle génération écoute cette musique-là, c'est la musique électronique. Dans la musique électronique, c'est pour ça moi depuis 2-3 ans je fais de la musique électronique avec les mantras, parce que c'est comme des ragas. C'est comme des ragas parce que c'est de la musique modale. Il n'y a pas de modulation comme dans la musique celtique par exemple. Il y a beaucoup la musique ancienne, la musique traditionnelle, c'est des musiques modales. Ce n'est pas des musiques qui s'adressent au mental, c'est des musiques qui veulent t'emmener vers des niveaux de conscience différents ou altérés. Et c'est pour ça qu'elles sont modales. Mais c'était souvent aussi dans les cultures traditionnelles. J'ai aussi une formation d'anthropologue et c'est beaucoup la musique qui m'emmenait à l'anthropologie d'ailleurs. Et la musique servait souvent un rôle cérémonial, un rôle justement de guérison. Et donc, elle avait une utilité sociale très importante. Il y a toutes les cultures ont de la musique. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui nous parle en anthropologie. Quand il y a quelque chose qu'on répète dans à peu près toutes les cultures, on comprend que ça sert une fonction très importante. Et donc, c'est ça, la musique. Je veux dire, ça se peut pas. Tu as mentionné les chamans. Bon, oui, évidemment, on apprend les plantes médicinales et tout ça, mais ça se pourrait jamais de faire un rituel de guérison qui n'impliquerait pas de la musique sous une forme ou sous une autre, parce que justement, il y a cette compréhension que tout fonctionne par les vibrations. Même
mon expérience, j'ai fait un stage au Mexique avec les chamans mayas. Et pour eux, c'est vraiment l'énergie des plantes, c'est pas les principes actifs comme nous on utilise une plante basée sur les principes actifs, les principes biochimiques qu'elle contient, mais là-bas c'est vraiment sur l'énergie particulière d'une plante. Et pourtant, ce qui est fascinant avec ça, c'est qu'ils arrivent au même résultat. Autrement dit, une plante que nous on va choisir pour des principes, par exemple hypoglycémia, les Mayas vont se servir de la même plante pour le diabète aussi, mais ils y arrivent par intuition, par transmission aussi, de l'aspect énergétique de la plante et non pas des principes biochimiques, mais pourtant, c'est la même application. Donc ça, c'est fascinant aussi. C'est une révélation, en fait, pour eux. Parce que souvent, ils rêvent. Oui. Le rêve, dans les cultures anciennes, le rêve était très important comme outil d'information. Et la connexion avec les ancêtres aussi voilà, pour le... Voilà. Alors, ils s'endormaient avec une certaine intention, et puis l'esprit de la plante leur parlait dans le rêve. Et c'est comme c'était des révélations. Mais c'est ça, dans les cultures anciennes, il y a une grosse différence avec notre civilisation moderne qui est en train de s'écrouler, du reste, c'est que la musique aujourd'hui est utilisée principalement comme un divertissement. Et ça, l'opium du peuple presque. C'est un divertissement. Tu vois. Et donc c'est très limitatif comme fonction. Parce que, comme tu le mentionnais, avant, on s'en servait pour la guérison, on s'en servait pour les rituels, pour les rites de passage. Oui, c'était des vibrations sonores qui étaient utilisées pour des fonctions beaucoup plus profondes qu'un simple divertissement. Est-ce que tu dirais qu'il y a une désensibilisation par rapport à la musique, du fait justement que maintenant, c'est de la musique d'ascenseur, c'est de la musique de fond, et qu'on n'a plus cette fonction, mais aussi cette connexion à la musique comme étant un outil thérapeutique? Mais je le dis beaucoup dans mes amis DJ, par exemple. Je leur dis, vous devriez peut-être commencer à porter attention aux effets de vos musiques sur les audiences. Qu'est-ce que cette musique a comme effet? Est-ce que ça les excite? Est-ce que ça les calme? Est-ce que ça les rend heureux? Est-ce que ça les rend paisibles? Est-ce que ça les rend violents? Parce que la musique influence les mœurs. On le sait. Je ne pourrais pas parler de cet aspect-là, Patrick, de justement l'impact sur l'humeur, sans aborder la fameuse question des fréquences musicales. Donc, il vous souvent question de la fréquence 440 qui a été imposée. Plusieurs personnes affirment que le fait d'avoir modifié, et donc c'est, quand je parle de toutes les fréquences, c'est les fréquences à laquelle les pianos sont accordés. Et donc, si vous prenez un piano en Chine ou vous le prenez à Montréal, techniquement, il devrait sonner pareil. Et donc, tout est composé à partir de ça. Quel est l'impact de ça et pourquoi crois-tu qu'on a fait ça, qu'on a modifié cette fréquence naturelle pour cette fréquence artificielle? Là, tu touches à la politique de l'État profond, déjà. Parce que c'est un projet qui date depuis plusieurs milliers d'années. Il y a un État, si tu veux, qui est profond, qui est caché, qui veut contrôler la Terre. Donc, en contrôlant la Terre, on veut contrôler la population. Donc, si on affaiblit la population, on va pouvoir la contrôler d'une manière beaucoup plus efficace. Mm-hmm. Donc, ce qui se passe avec la musique, c'est que la musique est une fréquence, c'est une vibration sonore, c'est une énergie. Et cette énergie est une nourriture pour le corps, une nourriture pour le mental, une nourriture pour les émotions. Et donc, toutes les anciennes musiques étaient basées sur la fréquence naturelle de la Terre. La fréquence naturelle de la Terre, elle était connue depuis des milliers d'années. Comme tu le dis, c'est le 432 Hertz, c'est-à-dire 432 fréquences par seconde. Et il s'appelle Hertz parce que le physicien qui l'a découvert, il s'appelait Monsieur Hertz, c'est pour ça qu'on appelle ça comme ça. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a eu une volonté d'affaiblir la population. Et donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale,
En fait, c'est les nazis en Allemagne, dans le Troisième Reich, qui a volontairement voulu séparer la population de cette fréquence, parce que c'est cette fréquence qui donnait de l'énergie et de la force et de l'équilibre au monde. Tu écoutais la musique celtique, c'est en 432, l'ancienne musique égyptienne, c'est 432, l'ancienne musique indienne, c'est 432, la musique mésopotamienne, 432. Donc, universalement. Les Sumériens étaient en 432, ça a été redécouvert par Pythagore, le père ou le grand-père de la géométrie et des mathématiques. Donc lui, il appelait ça la musique des sphères, hein, 432. Et pour lui, c'était la musique des sphères, c'est-à-dire que l'univers vibre à cette fréquence-là. Donc la Terre étant une planète dans le système solaire, dans l'univers, elle vibre aussi à cette fréquence-là. Les êtres humains, les animaux, les plantes, et même dans le règne minéral, tout vibre à cette fréquence-là. Donc ce qu'ils ont voulu faire, c'est séparer l'être humain de cette fréquence. Ils l'ont monté en 440. Créer une dissonance, en fait. Oui, alors ça nous a affaiblis, si tu veux, au niveau de la planète, au niveau de la population. Et c'est pour ça que maintenant, il y a beaucoup de gens, ils ont la glande pinéale complètement brûlée, parce que, ou annihilée, parce qu'il n'y a plus de discernement. Ouais. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de répéter ce qu'ils ont entendu à la télévision la veille. Bien sûr. Alors, ils ne savent même plus que c'est du programming, c'est television. Ils te disent une vision, ils te disent une histoire, television, c'est une télévision. Fait que c'est une programming. Puis il y a des gens, ils sont tellement hypnotisés par toutes ces fausses fréquences-là, ça les sépare en fait de la puissance, de la force du cosmos. Wow. Et c'est pour ça qu'avec moi, le plus possible que je peux, c'est pas toujours possible avec les musiciens, mais le plus que je peux, c'est de travailler les productions en 432. Je fais redescendre le 440. Avec Patricia Chayato, on a chœur de mantra, c'est un duo de mantra aussi, on est en 432 aussi. Tout ce que j'essaye de faire, c'est de revenir à cette fréquence-là. Des fois, les musiciens ils me disent t'es trop bas là, t'es pas accordé. Non, je dis c'est toi, toi t'es trop haut. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, t'entends des musiques et inconsciemment, ça nous énerve. Ouais. C'est irritant. Oui. Parce que les gens qui ressentent vraiment, par exemple, les gens qui sont beaucoup en harmonie dans la nature, ils font des marches dans le bois, ils vont se baigner dans les lacs, ils naturellement... Ils font du jardinage, ils ont les deux mains dans la terre et tout. Ils ressentent, inconsciemment ou pas, alors quand ils écoutent une musique qui n'est pas en harmonie avec la terre, ben ils ne savent pas pourquoi, mais ça les énerve, ça les irrite, parce que ça les fatigue. Parce que notre système nerveux, il est à l'écoute. Nous, peut-être, on n'est pas à l'écoute. Des fois, je rentre dans des bureaux et puis les gens, ils écoutent de la radio. Ils écoutent la radio. Mais je leur demande, je dis, mais comment vous faites pour travailler avec la radio? C'est ça, il y a une désensibilisation. Mais ils disent, on ne l'entend plus. Ah, c'est ça. Vous ne l'entendez plus, mais la radio, elle vous entend. Oui. À un autre niveau, on entend. Oui, parce qu'il y a un effet inconscient. Dans le surconscient, en fait, il y a un effet sur le système nerveux, même si le mental n'est pas au courant de ça, il y a quand même un effet parce que c'est vibratoire. Ouais. Et ça, on ne peut pas dire que c'est une mode. Non. Parce que ça agit sur les plantes, ça agit sur les animaux, ça agit sur les nouveau-nés. Et les nouveau-nés, ils disent pas j'écoute cette musique-là parce que c'est cool. Oui, et je l'ai lu dans un article. Mais j'ai quand même fait l'exercice parce que vous savez qu'à Santé sans censure, j'aime toujours aborder tout l'aspect de la santé, mais dans un angle critique et scientifique. Donc, je me suis quand même donné la peine d'aller fouiller sur PubMed pour voir si on trouvait des recherches qui validaient les bienfaits positifs des ondes en 432. Et donc, il y en a, en fait, j'ai trouvé quelques études, dont une qui avait été réalisée chez des gens qui souffraient d'hypertension. Et on voyait, on testait avec les deux différentes fréquences et ça avait un impact positif sur la tension artérielle, sur le nombre de battements et le nombre de respirations par minute. Il y en a une aussi qui a été faite sur des gens qui avaient des blessures ou des handicaps au niveau de la moelle et qui avaient des troubles de sommeil. Et leur sommeil était vraiment grandement amélioré
avec les bonnes fréquences. Il y en avait aussi justement au niveau des douleurs dentaires. Il y a vraiment beaucoup de travail scientifique qui est fait à ce niveau-là. Donc, c'est pas juste une question de perception, mais aussi, comme on disait, quand on trouve ça depuis des millénaires, qu'on trouve ça universellement à travers des cultures, à un moment donné, il faut se dire qu'il y a quelque chose là-dedans. On part de là pour arriver au présent parce qu'on ne peut pas éviter complètement la question de la COVID. Qu'est-ce que tu penses que ça vient faire dans notre parcours? Comment tu le perçois, toi, avec la sagesse que tu as des traditions anciennes et de tout le travail que tu fais avec la musique? Qu'est-ce que tu penses qu'on est en train de traverser? On est en train de traverser une purification immense, comme il y en a eu dans l'histoire humaine. Je veux dire, les civilisations se sont écroulées. Quand une civilisation n'est plus en harmonie avec les lois de la nature et les véritables valeurs de l'existence, et quand il n'y a plus de respect pour la personne humaine, on vit dans une civilisation, Chantal, où il y a 8 millions, je le répète, d'enfants qui disparaissent chaque année. Ça fait 22 000 par jour, 916 par heure. Depuis le début de l'entrevue, là, combien d'enfants ont disparu, on ne sait pas. Tu comprends? C'est Sodome et Gomorrhe. On vit dans une civilisation complètement pervertie, complètement déchue. Donc, si tu veux, dans l'univers, c'est un cancer, cette civilisation. Et donc, quand une civilisation devient pervertie et déchue, forcément, elle s'élimine elle-même. Elle trouve un moyen de s'éliminer elle-même. Il y a eu des déluges. Bon, les Atlantes, c'était par l'eau, les Sumériens, c'était par le feu, les Égyptiens, c'était par la guerre, etc. Il y a toujours une cause qui fait que la civilisation retrouve ses racines d'une manière ou d'une autre. Avec un gros nettoyage, évidemment. C'est une purification, c'est un nettoyage. C'est un génocide. Ouais. Du reste, il y a plus de docteurs et de professeurs et de prix Nobel aujourd'hui qui disent que c'est un génocide qu'il y a des docteurs et des professeurs qui sont du côté du virus. Du côté du virus. Donc la trame narrative est en train de s'effondrer en ce moment. Mais si tu veux, cette implication dans la société, en fait, elle ne vient pas de la société elle-même. Elle vient c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est qu'on est en train de quitter un âge, qui est l'âge des poissons, c'est au zodiacal, la confrontation elle est zodiacale. Il y a un âge, les grands âges cosmogoniques ou cosmologiques durent en principe 35 000 ans. Ouais. Comme les Mayas disaient d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors on est en train de finir un âge, qui est l'âge des poissons. L'âge des poissons, le symbole, c'est le contrôle religieux. Que ce soit du contrôle sataniste, matérialiste, athéiste, catholique, protestant, évangéliste, c'est toujours un contrôle religieux. Tu vois. Donc ça, c'est en train de s'écrouler. Et là, la confrontation, c'est qu'il y a un autre âge qui arrive. C'est pour ça que personne ne peut arrêter ce qui s'en vient. C'est l'âge du Verseau. Ouais. Et l'âge du Verseau, c'est l'âge de la spontanéité spirituelle, l'instantané spirituel, la liberté spirituelle. On retrouve notre spiritualité naturelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les physiciens nous parlent comme des métaphysiciens. Ils n'ont pas le choix. C'est une énergie qui descend du cosmos. Un éveil de fréquence, une élévation de la conscience humaine d'un coup. Fait que tous les gens qui sont encore accrochés à l'ancien paradigme du contrôle religieux, qu'ils soient athées ou croyants, c'est toujours une religion, parce que l'athéisme c'est une religion aussi. Mais aussi. On peut même dire que cette fameuse histoire du contrôle technosanitaire, moi je le vois comme une religion, parce que c'est rendu un dogme. La médecine allopathique est une religion. On voit les médecins, ils ont des symboles, ils ont le stéthoscope, ils ont la blouse blanche, ils ont le sont stylo. sur un trépied, ils ont une écriture. C'est des prêtres et ils ont des dogmes. Absolument. Et quand tu questionnes le dogme,
eh ben, Ça se questionne pas, un dogme. tu perds ta licence. Yes. Tu perds ta licence. Donc, c'est ridicule. On est arrivé à un point ridicule. Ouais, Les journalistes nous mentent, les policiers nous écrasent ouais, et les médecins nous tuent. ouais. Alors là, on est arrivé là à un point. Donc, c'est vraiment nécessaire qu'il y ait un phénomène, et là, c'est un phénomène cosmique, c'est un changement d'âge qui fait que tous les gens qui s'accrochent encore au contrôle vont forcément ne pas accepter la nouvelle fréquence de liberté, parce qu'ils sont encore dans le contrôle. Qu'est-ce que tu crois qui va leur arriver? Ils vont être transmis, ils vont être transportés ailleurs, dans une dimension ou sur une planète qui leur convient. Puis, comme la Terre est en train de changer de fréquence, ben c'est à nous de s'ajuster à cette nouvelle fréquence. C'est pas à la Terre elle-même de s'ajuster à notre fréquence. Je pense pas que ça va arriver. Ben non, on dépend de la nature. Bien sûr. La nature ne dépend pas de nous. Hein? On dépend de la nature. Et c'est quoi qui fait que la Terre est en train de changer de fréquence? C'est la nécessité. OK. C'est une nécessité. C'est quand il y a un cancer quelque part, et ben le système immunitaire va le combattre. Ouais. va le combattre Ouais. naturellement. Ouais. Tu vois, c'est une nécessité. Et là, dans le cosmos, il y a cette civilisation qui était devenue, c'est devenu un cancer. Je veux dire, on a plus de bombes à neutrons et nucléaires aujourd'hui de faire sauter 10 000 fois la Terre. Ouais. Fait qu'on on est arrivé, tu vois, à Mutual Assured Destruction. Ouais. Donc là... Et qu'est-ce que... Parce que je ne sais pas si recevoir ce message-là d'un point de vue avec de l'espoir ou avec fatalité, comment vois-tu ça? Est-ce que c'est quelque chose de positif? C'est très positif. Okay. Le changement est toujours très positif. OK. C'est transformationnel. Ça ne peut pas être négatif. C'est toujours bienveillant. Et donc, pour nous, qu'est-ce qu'on guérir un peut cancer, faire? c'est bienveillant. Oui. Fait guérir un cancer de Ça civilisation. fait peut-être mal, mais c'est... Donc, il faut avoir... Si tu restes vraiment collé sur le problème, on va pas pouvoir trouver de solution. Il faut vraiment avoir la vision de l'aigle. Ouais. Il faut voir ça d'en haut. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, par exemple, avec la musique? Y a-t-il des choses qu'on peut faire pour s'aider dans cette transition? J'y travaille depuis 1987. OK. C'est de créer une suite de vibrations et de fréquences et d'énergie sonore qui puissent nous aider à nous relier à notre principe vital. Parce que si on est en connexion avec notre principe vital, c'était originellement le rôle de la religion, religare en latin, c'est-à-dire se relier, mais se relier à notre principe vital, notre âme spirituelle. Parce que c'est un principe vital qui survit à la dissolution de la matière. Donc c'est un principe vital immortel, éternel. Et donc si on arrive à se relier, moi c'est ce que je fais à travers ma musique et mes livres, je donne l'inspiration à l'auditeur ou au lecteur de retrouver d'une manière pratique, scientifique. C'est pas nécessairement une vue de l'esprit, là. C'est quelque chose de concret, de rationnel, et c'est possible. Et donc, on reste en contact, on retrouve notre connexion avec notre principe vital éternel, mais là, il n'y a plus de peur. Mm-hmm. Tu réalises que tu es déjà immortel. Tu vois, c'est comme un hologramme, l'univers. David Bohm, il l'a trouvé. Les physiciens, ils disent l'univers est un hologramme. Qu'est-ce que c'est un hologramme? La partie est reflétée. Le tout se retrouve dans la partie. Ouais. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure, tu vois, toutes les qualités du tout complet et absolu de l'Esprit suprême se retrouvent en nous. Mm-hmm. Sauf qu'il y a un problème, c'est que l'éducation, l'Église, les médias, la famille, enfin, le gouvernement, toute la culture est contre ça. Voilà. Tu vois, parce que aussitôt que moi je suis boycotté dans les médias grand public parce que je parle de la conscience. Les médias grand public ne veulent absolument pas parler de la conscience parce qu'ils veulent contrôler le monde. C'est une courroie de transmission du gouvernement qui veut contrôler le monde et qui veut même détruire le monde pour mieux le contrôler. Donc,
tout ce qui est éveil de conscience dans les MSN, dans les médias grand public, Media, ouais. c'est boycotté. Bien sûr. Tu vois, on est dans un... C'est l'inquisition. C'est pour ça qu'on est en autoproduction, Ah parce que, évidemment, des émissions comme celle-ci, ça Au moins, passe ils ne nous pas. brûlent pas sur la place publique, Pour l'instant. comme ils faisaient au XIIIe, XIVe siècle. Ne les sous-estime pas, Ah ouais, non, c'est pour ça. l'instant. Mais, tu vois, si on est en contact avec notre principe vital éternel, on n'a pas peur de ça. On n'a Ouais. pas peur de la mort. Parce qu'on sait que la mort, c'est juste... C'est un passage, c'est un autre passage. Mais on a quand même l'ego auquel on s'identifie de manière plus ou moins forte, qui a peur des fois. Tu sais, moi, je me donne le droit d'avoir peur, parce que je me dis, je suis pas... C'est sûr qu'il y a une petite appréhension. Oui, Mais c'est comme si tu veux changer de l'enfance à la jeunesse, de la jeunesse à l'âge adulte, de l'âge adulte à l'âge aîné, et de l'aîné à la dimension post-mortem. C'est juste un changement de corps. oui. Donc, C'est une autre transition. c'est C'est une juste autre parce que transition, quoi. les personnes âgées, on les voit, on sait comment ça se passe. Mais l'autre dimension, on y a moins accès, donc c'est plus l'inconnu. C'est une absence d'information, c'est tout. Voilà. Quand on reçoit l'information et qu'on la cultive, Ouais. moi c'est ce que j'essaye de faire dans mes livres et dans mes musiques. Mais je voulais justement, Patrick, présenter donc l'influence secrète des sons et de la musique, qui est la version plus moderne de mon ancienne version, mais qui est proche de mon cœur. Donc, dans ce coffret, il y a un CD. Oui, il y a un CD d'écoute. Il y a un CD, donc c'est lecture et écoute. Et Patrick a aussi le petit dernier, tout frais sorti de l'imprimeur, 2 jours, L'espoir en l'infini. Tu as aussi une série de conférences. J'ai manqué la première, mais je pense que je peux encore avoir le lien. Est-ce que tu veux nous en parler pour qu'on puisse conclure ou nous dire ce qui s'en vient, si les gens veulent en apprendre davantage? Là, je sens qu'on vous a donné le goût, puis on va vous donner encore plus le goût parce que Patrick va nous faire un petit extrait. Mais si les gens veulent en savoir davantage, veulent trouver ta musique, quelle est la meilleure façon? Pour trouver ma musique? Trouver ta musique ou les conférences, qu'est-ce qui s'en vient pour Patrick Bernard? Oh, je pense que c'est annoncé sur ma page Facebook. OK. Et puis éventuellement sur mon site web aussi, patrickbernard.com. OK. Je fais pas beaucoup de promotion, Chantal. Depuis une vingtaine d'années, j'ai arrêté la promotion. J'en ai fait beaucoup au début, parce que dans les années 80, quand je parlais des mantras, Non, oui, c'était moins les connu. gens ils me disaient des mantras quoi? Alors qu'aujourd'hui, tout le monde chante des mantras. Tu vois. Mais en 87, il fallait expliquer c'était quoi un mantra, etc. C'était plus délicat d'ouvrir le trail. Hein. Aujourd'hui, maintenant, c'est facile. Ouais, ben, le yoga, je pense, a eu beaucoup de... La trail est ouverte. Ouais, c'est même devenu pratiquement une mode de chanter des mantras. ouais, en tout cas. ouais. Alors que quand j'ai commencé, c'était... On était un peu à part. il fallait dégrossir. Là. On était des sectes. Hein? Dès qu'on entendait un mantra, on était des sectes. Mais tu disais que j'étais numéro 1 sur Billboard. C'est pour ça que j'étais numéro 1, j'étais le seul. C'est pas vrai, il n'était pas le seul. Tu étais peut-être le seul au Canada, par exemple. À l'époque, Peut-être le seul au Canada. Ça, à ça se l'époque, peut. il y avait personne qui chantait des mantras sur de la musique contemporaine. Non, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, je pense, ta contribution. Mais En moi, tout cas, j'ai voulu sortir les mantras de la musique traditionnelle. oui, et des ashrams, peut-être, d'une certaine Oui, façon. Donc, tu as démocratisé, je pense, la musique dévotionnelle, je pense. Puis après toi, comment s'appelle la fille, là, j'ai un blanc de mémoire. Deva Premal. Oui, Deva Premal, que tout le monde connaît, qu'on entend partout. Donc, je pense que ça a été votre contribution, ça a été d'amener ces chants qui étaient plus dans des cercles d'initiés. Deva, elle m'a dit du grand public. qu'elle avait été élevée sur ma musique à Pune. Wow. Elle m'a dit, à Pune, à l'ashram En Inde. de Rajneesh, il y avait Atlantis Angelis qui jouait 24 heures sur 24. C'est vrai. Fait qu'elle était petite, Deva. Puis elle a dit, on a grandi avec ta musique. Wow! Quel honneur, quand même. Ouais, Quel honneur. j'ai fait quelques festivals en Allemagne avec elle et tout. Ils sont très, très gentils. Wow. Mitaine aussi, très, très gentil. Ben, ils dégagent ça, en tout cas. Ouais, ils sont très, très c'est- gentils. Bon, écoute, Patrick, c'est te dire le plaisir et le bonheur que je ressens d'avoir eu cet échange avec toi. Et j'espère que pour tout le monde, ça va avoir été aussi, dans certains cas, une découverte, dans d'autres cas, un approfondissement, l'opportunité de connaître un peu plus l'homme derrière le musicien qui est Patrick Bernard.
Et je vais vous permettre de l'entendre. Et Patricia va le rejoindre aussi pour la formation Cœur de Mantra. Et donc, Facebook, site web, sinon, je vais mettre les liens avec la vidéo. Dans les liens, je vais vous mettre également le lien pour le compte PayPal. Comme on l'a mentionné, c'est en autoproduction parce que c'est très difficile de passer dans les médias conventionnels. Si vous connaissez mon histoire, vous savez que c'est pas pour faute d'avoir essayé. Et donc, si vous avez envie de contribuer, si vous aimez ce qu'on fait et nous permettre de continuer, parce qu'il faut quand même acheter de l'équipement, il faut payer des gens pour faire ça. Et donc, ça nous permet de vous transmettre ce genre d'informations que vous faites par choix. Au lieu qu'on vous impose avec vos contributions à vos taxes, vous faites le choix d'appuyer les artistes, les producteurs, les animateurs qui livrent le matériel que vous avez envie d'entendre. Alors, je vous remercie infiniment d'avoir été là. Patrick, merci, merci, merci. On va continuer en extrait musical. Et s'il y a des questions, de toute façon, vous savez que vous pouvez toujours me contacter et je ferai suivre l'information à Patrick et Patricia. Merci et à un tout prochain rendez-vous. Alors, avec Cœur de Mantra, on va interpréter cette composition qui fait partie de mon album Solaris Universalis. C'est un mantra de protection spirituelle, donc on se met dans un état d'âme, de réceptivité à l'énergie de l'Esprit suprême qui apparaît comme une protection à l'intérieur de notre conscience, qui se manifeste par un soulagement, un état d'âme de paix et d'harmonie à l'intérieur du cœur.
Would